aujourd'hui. On est parti pour à nouveau donc un nouveau tour de la francophonie en Saskatchewan. Alors aujourd'hui, c'est les communautés du nord-est de la province et la communauté fransaskoise depuis la Grande Dépression. C'est malheureusement la dernière partie de ce tour. Mais oui, je sais, toutes les bonnes choses ont une fin. Ça a eu un très fort succès. En plus, ça a grandi au fur et à mesure des sessions. Alors, on est très contents. Je pense qu'on réorganisera sûrement des sujets dans le même genre parce que ça a l'air de beaucoup plaire chez vous. Mais donc, c'est Laurier Garot qui est notre invité historien, qui a été notre invité pour les 3 premières sessions, mais aussi pour celle-ci. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là avant ou qui ont oublié ce petit détail. Laurier, pourquoi Laurier? Laurier a aidé à fonder la revue historique avec la Société historique de la Saskatchewan, ici en Saskatchewan, dont il a été quand même le rédacteur pendant 25 ans. Et il a aussi écrit des chroniques hebdomadaires qui s'intitulaient Un bout d'histoire. Ça, c'était publié dans le journal francophone de l'Eau-Vive, qui est notre journal communautaire ici en Saskatchewan. Donc c'est pour ça que c'est Laurier qui nous a proposé ces 4 sessions. Et je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous allez passer un bon moment et je vais laisser la parole à Laurier pour ta présentation. Alors, merci Claire et bon après-midi à tout le monde. Et en effet, cette dernière session va porter sur les communautés du nord-est de la province. Et ensuite, je vais finir en parlant un petit peu de qu'est-ce qui est arrivé à la communauté francophone après la crise économique des années 1930. Donc, commençons dans le nord-ouest. Et si vous vous souvenez, dans la première rencontre, quand il était question des communautés métisses, j'ai parlé de la région de Batoche. Beaucoup de l'histoire des Métis et des Canadiens français commence dans ce coin de pays. Alors, retournons dans cette même région. Après la résistance des Métis de 1885, quand beaucoup de travail de colonisation des francophones commence, c'est vers cette région que vont se diriger un grand nombre de colons de langue française. La région attirera des milliers de colons avant le début du 20e siècle. C'est le cas de ma famille. Mon arrière-grand-père, Azari Garot, s'était établi dans la paroisse de Batoche dès 1882. Son futur beau-frère, Philippe Chamberlain, vient le rejoindre sur un homestead immédiatement après les troubles de 1885. Philippe, un Canadien français du Québec, avait été dans les tranchées avec les Métis durant la bataille de Batoche. Dans le cas d'Azari Garot, il avait de jeunes enfants de moins de 5 ans, alors il a maintenu la neutralité durant les troubles. Toutefois, son jeune frère, Napoléon Garot, était dans les tranchées avec Philippe Chamberlain et Gabriel Dumont. À l'époque, toute la région à l'est de la réserve One Arrow, qui se trouve juste à l'est du village de Batoche, toute la région à l'est de ça faisait toujours partie de la paroisse de Saint-Antoine de Padoue-Batoche. En plus d'Azari et Philippe Chamberlain, il y avait plusieurs familles métisses près de l'école Bellevue et du district scolaire public catholique numéro 1 des territoires du Nord-Ouest. Puis en 1890, une compagnie de chemin de fer construit une ligne ferroviaire de Regina à Saskatoon à Prince-Albert en passant par Duck Lake. Il s'agissait de la Qu'Appelle Long Lake and Saskatchewan Railway. Dans les 15 prochaines années, des milliers de colons français, belges et canadiens français viendront s'établir dans la région de Duck Lake où ils fondent de nouvelles communautés francophones comme Titanic, Carleton et Marcenin. À l'est de la rivière Saskatchewan, sud
D'autres viennent rejoindre des vieilles familles métisses établies à Saint-Laurent, à Saint-Louis et à Batoche. Si bien que la paroisse de Saint-Antoine de Padoue à Batoche sera scindée en deux en 1902 avec la formation de la paroisse Saint-Isidore de Bellevue. En effet, Azaré-Garot avait fait venir des cousins de Saint-Jacques-Lachigan au Québec en 1894 pour prendre des homesteads à Bellevue. Il s'agissait des Godettes et des Greniers. L'Église catholique n'est pas la seule à recruter des colons pour cette région. Auguste Bodard et la Société d'immigration française, dont le but était de recruter des colons français pour les territoires du Nord-Ouest, ont recruté 188 immigrants, dont 35 s'installèrent à Duck Lake, 30 à Prince-Albert et 6 à Saint-Laurent. Il est possible que certains colons recrutés par Auguste Bodard sont arrivés à Domremy entre 1893 et 1894. Certains de ces colons vont aussi fonder la paroisse de Bonne-Madone au sud-est de Domremy. Howe devient un autre centre et un centre très important pour le commerce au début du 20e siècle avant de céder la place à Saint-Louis. Saviez-vous, par exemple, que Howe était un bassin de fanatiques canadiens-français jusqu'à la crise des années 1930 avec son docteur Joseph Moreau, les familles Motu, Beaugrand et Papin? Ce sont ces hommes qui ont donné le concours de français de la CFC en 1923, les fameux examens de français que plusieurs d'entre nous ont écrits par un samedi matin et qui permettraient la survivance de la langue française pendant plusieurs générations. Puis, en 1904, l'abbé Paul Lefloc arrive au Canada avec un contingent important de colons bretons qui vont fonder les paroisses de Saint-Brieuc, Kermaria, Lac-Vert ou Lac-Vert, Lac-le-Nord dans la région de Melfort et White Star au nord de Prince-Albert. Cette présence bretonne se fera sentir dans la communauté franco-canadienne de la Saskatchewan jusque dans les années 1980. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, l'abbé Philippe-Antoine Bérubé avait attiré d'abord des colons vers la région de la Trinité, Prud'homme, Vonda et Saint-Denis. Entre 1905 et en 1910, il dirige un groupe important de colons du Québec et de la Nouvelle-Angleterre vers River au nord-ouest de Albert. Maintenant, le chemin de fer qui devait se rendre à Big River n'avait pas encore été construit et les pauvres colons de la baie Bérubé ont dû se rendre à leur destination à pied ou en wagon. Ils se sont écartés dans la forêt, perdant leur chemin à plusieurs reprises et la fatigue s'est installée dans le groupe. Les esprits se sont échauffés pour une raison ou une autre. Et il faut aussi reconnaître que l'abbé Bérubé était ce qu'on appelle, en bon francescois, une véritable tête de cochon. Et donc, dans la brousse au nord de Sherbrooke, la chicane a éclaté entre le missionnaire colonisateur et certains de ses recrues. Si bien qu'une grande partie, une partie assez importante du groupe décident qu'ils n'ont pas l'intention de continuer à suivre ce sans dessein de curé et ils reviennent sur Prince-Albert. Maintenant, l'abbé Bérubé et le reste du groupe poursuivre leur chemin jusqu'à des destinations où ils vont fonder les villages de Debden, Victoire, Sturgeon Valley, Ormeau, Pascal et Park Valley.
Parmi les familles qui vont contribuer au développement de la communauté françaiscoise, mentionnons les Durettes et les Bilodeau, la famille de notre bon ami Florent Bilodeau. Au début, Victoire devient la première paroisse dans la région, mais le chemin de fer traversera Debden et non pas Victoire. Et donc, en 1917, la paroisse Saint-Jean-Baptiste voit le jour à Debden, qui en devient aussi le centre commercial de la région. Maintenant, qu'est-il advenu des autres colons, ceux qui avaient rebroussé chemin au nord de Sherbrooke? Rendu à Prince-Albert, une groupe, mais pèlerins, Henri, Omer, Aimé et Arthur, et les frères Brassard, Émile et Arthur, se rendent juste de l'autre côté de la rivière de Prince-Albert, juste au nord de Prince-Albert, dans la région de Little Red. Et là, ils vont fonder 2 villages qui vont contribuer à la communauté francophone, les villages d'Henribourg et de Albertville. Et les 2 villages, en passant, ont tous les 2 été nommés pour la même personne, Henri-Albert Morin. Donc, Henribourg et Albertville ont été nommés pour Henri Morin. Et là, les gens, ces colons, viennent rejoindre les colons bretons qui s'étaient installés quelques années plus tôt à White Star. Un Français qui s'établit aussi dans cette région au nord de Prince-Albert, à peu près dans ces mêmes années-là, est Donatien Frémont, le légendaire journaliste aux Patriotes de l'Ouest et à la Liberté au Manitoba pendant de longues années. Aux Patriotes, Donatien Frémont sera instrumental avec Raymond Denis et le père Achille Félix Auclair pour la fondation de l'Association des commissaires d'école franco-canadienne de la Saskatchewan, l'ACEFC, qui va exister jusqu'aux années 1980, quand l'association fait place à l'Association des parents françaiscois. Une anecdote intéressante, c'est que ces 3 hommes-là, Raymond Denis et le père Auclair, se sont rencontrés un soir dans la boutique du Patriote de l'Ouest à Prince-Albert et ont fondé une association de commissaires d'école, ont nommé Maurice Gravel de Gravelbourg le premier président et ensuite l'ont lancé sur l'ensemble des commissaires d'école franco-canadiens dans la province et tout le monde l'a accepté comme si c'était une réalité. Mais ces 3 hommes dans un bureau, je ne sais pas si quelque chose de même fonctionnerait de nos jours dans la communauté francophone. Enfin, une autre partie du groupe qui ont rebroussé chemin au nord de Sherbrooke et qui étaient recrutés par l'abbé Berubé, eh bien, ces gens-là se rendent dans la région de la rivière Carotte où ils ont fondé les villages de Zénon Park et Harborfield. Le village de Zénon Park a reçu son nom à cause du petit parc sur le terrain de Zénon-Chamberlain, mais c'est la maîtresse de poste d'un village voisin qui a anglicisé le nom lorsqu'elle a soumis la demande à Ottawa pour un bureau de poste. Donc, on n'écrit pas Zénon Park en français, mais bel et bien en anglais. Zénon Park. Maintenant, dans ce groupe de colons recrutés par l'abbé Berubé en 1910 et qui se sont établis dans la région de il y a 2 noms qui figurent parmi les personnalités célèbres de la communauté francophone. Le premier, Joseph Fournier, a gagné sa vie comme trappeur et conservationniste écologiste dans la région de Connell Creek. Il est très bien connu et en passant, c'est le grand-père d'André Nounen qu'on connaît tous très bien. Ensuite, le deuxième, bien, c'est peut-être un des plus grands auteurs canadiens-français de la première moitié du 20e siècle. Son nom, c'est Joseph-Marc Lebel. Il est mieux connu sous son pseudonyme de Jean Ferron.
Jean Ferron a publié une quarantaine de romans et de pièces de théâtre entre 1915 et 1945. Celui qu'on peut encore trouver aujourd'hui sur les rayons des librairies, eh bien, c'est La Métisse, réédité aux éditions des Plaines en 2004. Enfin, il y a d'autres petites communautés qui sont établies dans ce coin nord-est de la province, comme Veillardville, Clemenceau, Nobleville, Rose Valley, Saint-Front et Périgueux. Même dans la région de Star City, White City, à l'ouest de Melfort, il y avait plusieurs familles canadiennes-françaises. C'est dans cette région que la mère du célèbre dramaturge québécois Michel Tremblay aurait passé quelques années durant sa jeunesse. Périgueux et Saint-Front doivent leurs origines à des colons français qui s'étaient d'abord établis dans la région de Saint-Claude au Manitoba, comme Florian Montez. Saint-Claude et Hayward fournirent encore Jean-Pierre Picton, Louis Noël, Ludovic Lestrade, Joseph Bassette, puis le Parisien Eugène Hurion. Situés dans la région des Quill Lakes, les deux petits villages étaient suffisamment isolés jusqu'aux années 1960 où ils ont maintenu leur caractère francophone jusqu'à ce temps-là. Le premier instituteur à l'école de Saint-Front est Alphonse Picton et des descendants de Jean-Pierre Picton continuent de laisser leur nom dans les annales du monde du sport saskatchewanais. Dean et son fils Noah Picton ont établi de solides réputations comme quart arrière avec les Rams de Regina, tandis que les cousins de Noah, Mitch et Aaron Picton, ont tous deux évolué avec les Rough Riders de la Saskatchewan. Comme on peut voir, les Franco-Canadiens de la Saskatchewan se sont établis aux quatre coins de la province. Ils ont fondé plus de 150 villages et hameaux et ont contribué au développement social, économique, culturel et politique de la province. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions avant qu'on passe à la deuxième partie de cette présentation? Pour parler du nord-est, est-ce qu'il y a des questions sur le nord-est de la province? Oui. Est-ce que c'était pas dans le coin de Star City qu'il y a eu un début ou un morceau de colonisation par des Noirs venus des États-Unis? Non, ça c'est plus dans la région de Battleford. Puis là, j'oublie le nom de cette communauté. Ben oui, juste dans la région de Battleford, juste à l'extérieur de Battleford, il y avait une colonie noire qui s'est établie au tout début du 20e siècle. Et un des grands joueurs de football américain, justement, puis là j'oublie son nom, mais c'était un porteur de ballon, était le descendant de cette colonie noire et qui avait fait ses études à Battleford avant de se rendre au collège aux États-Unis et ensuite à la Ligue nationale de football. Okay. Puis je pense, je ne suis pas certain, il semble que Gabriel Roy fait référence aussi dans La petite poule d'eau. À Star City. Ben, Star City, c'est la communauté juste au nord de Prince-Albert qui était une communauté bretonne. Et dans la région de Melfort, il y a la communauté de White Star. Ah, peut-être White Star. Et White Star, c'est là où, quand on a commencé à faire des recherches, parce que dans un de ses témoignages, Michel Tremblay parle que sa mère a passé une partie de sa jeunesse ici en Saskatchewan. Et on essayait de déterminer, et finalement, c'est vers cette région de
White Star qu'on a réussi à la situer. Et oui, il y avait une colonie juste là, entre White Star et Teesdale. OK, merci. Autre question? J'avais peut-être juste un petit... Oui. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si j'ai bien entendu, vous avez parlé des villages Saint-Claude et à Haywood, au Manitoba. Oui. Oui, c'est ça. Puis, en fait, c'était juste pour mentionner que Saint-Claude est encore très francophone, hein, pour avoir habité là. Oui, c'est ça. Ça n'a pas tout à fait au complet anglicisé, là, encore. Ouais. Mais puis, en réalité, moi, je ne connais pas la situation actuelle aujourd'hui parce que ce n'est pas un des villages que j'ai recherché dans ma série à Radio-Canada sur les villages fantômes francophones. Mais c'est quoi la situation de Saint-Front et Périgord aujourd'hui? Je ne sais pas exactement. Je sais que depuis la modernisation des routes et tout ça, les communautés ont beaucoup changé. Et je sais que Rose Valley est encore une communauté dans cette région-là où il y a des familles francophones. Mais probablement qu'il y en a aussi à Saint-Front et à Périgord. Mais là, je n'ai pas fait de recherche plus récente pour savoir c'est quoi la situation. Mais oui, c'était tous des colons français qui d'abord sont venus s'établir au Manitoba et ensuite probablement à cause d'un manque de terrain ou de productivité, etc., décident de revenir se rétablir en Saskatchewan. C'est la période où il y a beaucoup de mouvements de colons d'une région à l'autre. Je l'ai mentionné plus tôt dans une autre chronique aussi que plusieurs des ranchers dans le nord-ouest de la Saskatchewan se sont d'abord établis dans la région de Oak Lake au Manitoba avant de s'en venir vers la Saskatchewan. OK. Merci. Autre question? Oui. Sinon, on va continuer. Alors, quels sont les facteurs qui ont changé la communauté francophone de la Saskatchewan après la crise des années 1930? Au recensement de 1931, il y avait quelques 50 700 Français et Canadiens français en Saskatchewan, ainsi que quelques 4 500 Belges, donc pour un total d'environ 55 000 parlants français en Saskatchewan. Par le début des années 1970, on estime à seulement 20 000 plus francophones dans la province. Que s'était-il passé depuis 40 ans? Il faut d'abord reconnaître que malgré l'exode de nombreux francophones durant la Grande Dépression des années 1930, la population de langue française se maintient toujours dans les environs de 50 000 personnes jusqu'aux années 1950. La moyenne de 5 à 5,5 % de la population de la province se maintient, alors que la population de la Saskatchewan se situe toujours juste en dessous du million de personnes durant toutes ces années-là. Les Franco-Canadiens, en grande majorité, demeurent des agriculteurs isolés dans leurs fermes ou dans leur petite communauté, protégés des forces assimilatrices de la majorité anglophone. Alors, des villages comme Saint-Hilaire de Cocherie, Frenchville, Dumas et Clemenceau continuent à faire partie du paysage de la Saskatchewan. Très peu de choses ont changé avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sera aussi durant cette même période, ce sera aussi cette même réalité dans les autres minorités dominantes dans la province, chez les Ukrainiens, les Allemands et les Hongrois. Ces groupes-là aussi, même s'ils n'ont pas une heure d'allemand ou d'ukrainien, etc., à l'école, ils réussissent à sauvegarder leur langue et leur culture jusque dans les années 1950, comme les francophones.
Quand la Deuxième Grande Guerre éclate en Europe en 1939, l'armée canadienne recrute des volontaires dans les fermes de la Saskatchewan. Le départ de milliers de jeunes hommes pour le front cause de sérieux problèmes pour les fermiers de la Saskatchewan qui ont besoin d'une main-d'œuvre agricole élevée pour les travaux de la ferme, surtout la moisson. Il faut se souvenir qu'avant la guerre, les fermiers dépendaient des équipes de batteux formées de 12 à 15 hommes pour récolter le grain à l'automne. Et même à d'autres temps de l'année, il y avait un besoin pour des jeunes hommes pour aider avec les travaux de la ferme. Plusieurs récits des écoles du temps révèlent que les garçons de 12 à 16 ans étaient invariablement retirés de l'école au printemps car on avait besoin d'eux à la ferme. Puisque la main-d'œuvre est absente durant la guerre, on va voir une rapide mécanisation de la ferme entre 1940 et 1945. C'est l'arrivée des tracteurs diesel et des moissonneuses-batteuses ou des bonnes vieilles combines, Cartshot ou John Deere. Soudainement, un fermier, seul ou avec un seul homme engagé, peut maintenant faire le travail de 5 ou 6 hommes. Que vont faire les jeunes à la fin de la guerre? Pour beaucoup d'autres d'entre eux, ce sera un départ pour les grandes villes ou encore plusieurs autres francophones quittent la province pour aller travailler dans les chantiers de la Colombie-Britannique. La communauté de Maillardville en Colombie-Britannique accueillera plusieurs centaines de jeunes hommes de la Saskatchewan pendant les années 1950 et à nouveau durant les années 1960. Un deuxième facteur qui va complètement changer le profil de la communauté franco-canadienne de la Saskatchewan se produit avec l'élection d'un premier gouvernement CCF en 1944. Le premier geste posé par le gouvernement de T.C. Douglas en décembre 1944 a été l'adoption de la loi créant les grandes unités scolaires. Auparavant, chaque unité scolaire, Auparavant, chaque petit district scolaire contrôlait une école de campagne, mais avec la création des grandes unités scolaires, les décisions concernant les écoles reposeraient entre les mains de conseils régionaux contrôlés en majorité par des anglophones. De plus, en traçant les frontières de nouvelles grandes unités scolaires, le gouvernement ne se préoccupait pas trop des origines linguistiques des gens. Ainsi, des régions comme la Trinité se trouvent dans 2 différentes commissions scolaires et la population francophone se voit divisée entre 2 entités souvent opposées. L'histoire de la centralisation scolaire à Saint-Denis est un bel exemple de cela et ensuite celle de la création de l'école Providence à Vonda. L'objectif des grandes unités scolaires était d'établir des écoles centralisées et la fermeture des petites écoles de campagne. Avant 1945, les francophones avaient contrôlé quelques 150 petites écoles de campagne et où ils pouvaient permettre l'enseignement du français de la CFC. Dans les écoles centralisées, les commissaires francophones avaient très peu de pouvoir, sauf dans quelques rares cas comme à Bellevue, à Gravelbourg, Saint-Brieuc, Montmartre, etc. Le cas de l'école de Willow Bunch est un exemple parfait de l'opposition des commissaires anglophones à l'enseignement du français dans les écoles centralisées. En 1950, le bureau central de la commission scolaire de Willow Bunch est fixé à Rock Glen et la plupart des commissaires sont anglophones.
Ils refusent que la religieuse supérieure du couvent devienne la directrice de l'école et ils insistent que le directeur soit un anglo-protestant, même si 95% des élèves étaient catholiques et canadiens français. La centralisation scolaire voulait aussi dire des écoles de première à 12e année, et donc un plus grand nombre de jeunes francophones termineraient alors leur 12e année et se rendraient ensuite à l'université. Cela représente donc un autre départ des petits villages francophones vers les grandes villes. Un troisième facteur qui a fortement influencé la survivance française dans la province est le projet du gouvernement CCF dans les années 1950 d'améliorer le système routier avec la création du Grid Road System. Auparavant, les routes de terre battue étaient pratiquement impraticables en hiver et même en été quand il pleuvait, et donc les gens restaient près de chez eux. Le projet des Grid Roads allait établir des routes gravelées à tous les 2000 nord et sud et à chaque 1000 est et ouest. Soudainement, le transport d'un endroit à l'autre se faisait plus rapidement et sans les problèmes rencontrés auparavant. Les jeunes de Bellevue, par exemple, pouvaient donc plus facilement se rendre voir un film à Prince-Albert. Même chose pour ceux de Saint-Denis, avec Saskatoon soudainement à la porte. Enfin, le facteur le plus dévastateur pour les francophones de la Saskatchewan sera dans le domaine des communications. Nous devons attendre à 1952 avant que le gouvernement canadien nous autorise à construire nos 2 postes de radio CFRG et CFNS. Hélas, c'est seulement 2 ans plus tard que la télévision anglaise fait son entrée à Saskatoon et à Regina avec CFQC et CKCK. Admettons-le, la télévision anglaise sera le plus important outil d'assimilation pour les francophones. Ce ne sera qu'en 1976 que la télévision française arrivera enfin dans la province et par ce temps-là, la plupart d'entre nous étions devenus des habitués des émissions américaines. Comment une émission de Montréal pouvait-elle remplacer une série américaine comme Bewitched, Bonanza ou Ed Sullivan? Depuis longtemps, les Franco-Canadiens de la Saskatchewan avaient réalisé que Chez Hélène était un outil d'assimilation pour le petit frère enfant canadien-français qui apprenait que chat en anglais se disait cat. C'est donc entre 1950 et 1970 que se produit le plus de ravages dans la communauté françaissoise. Par le début des années 1970, Statistique Canada nous révélait qu'il y avait qu'environ 20 000 personnes qui parlaient français dans la province. En 1968, le gouvernement de la Saskatchewan adopte une nouvelle loi scolaire qui va permettre l'établissement des écoles désignées où on pourra enseigner jusqu'à 80% des cours en français. Toutefois, toute une génération de jeunes francophones ont déjà eu la chance de se rendre à l'université. Pour plusieurs d'entre eux, la vie a été très difficile à l'université et dans la grande ville. Les autres s'étaient moqués d'eux à cause de leur accent français. Lorsque vient le temps de décider si l'école du coin deviendra une école désignée ou non, ce facteur entre en jeu et plusieurs communautés anciennement très franco-canadiennes disent non à l'école désignée. Saint-Brieuc, Duck Lake, Montmartre, Prattville, Vaughan et plusieurs autres refusent d'accepter l'école désignée dans leur région. Pendant 1 an ou 2,
On continuera d'enseigner le français de la CFC dans ces écoles, puis on abandonne et on garde seulement un cours de high school French. C'est donc pour ces raisons que la CFC se réveille enfin en 1971 et décide qu'elle doit faire quelque chose. Il s'agira d'un programme pour impliquer la jeunesse. Ceci mènera à la fondation de l'Association Jeunesse Françaissoise qui aura un rôle très important à jouer au niveau culturel dans les années 70 et début des années 80. Ottawa décide d'investir dans les programmes culturels qui mènent à la fondation de la Commission culturelle de la Saskatchewan en 1973, aujourd'hui le Conseil culturel françaissois. Puis, ça mènera aux batailles des années 1970 et 80 pour obtenir des écoles françaissoises et enfin la gestion de ces écoles. Il faut noter qu'il y a eu un changement d'attitude auprès de nombreux anglophones qui voient aujourd'hui les bénéfices d'une éducation bilingue. Les écoles d'immersion continuent à se multiplier comme des champignons. Aussi, aujourd'hui, il y a une nouvelle migration des pays africains et asiatiques francophones qui viennent ajouter au nombre des Françaissois de souche. La question maintenant est qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Et voilà pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Marie-Lou. Je t'entends pas. J'ai pas parlé. Ah, ben, Oh, je me suis trompée entre mute puis on mute. J'ai pas cliqué sur le bon piton. Non, j'ai pas parlé, je m'excuse. OK. Est-ce que quelqu'un a des questions? Peut-être, oui, Laurier. Tu parlais des communautés qui n'ont pas choisi les écoles désignées francophones, comme la communauté de Saint-Brieuc, par exemple. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a fait que les gens n'ont pas décidé de choisir d'avoir une école francophone à ces moments-là? Quelle a été la motivation? Est-ce qu'ils avaient peur de la qualité de l'enseignement? Qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'il y avait quand même beaucoup de Français dans ces communautés, enfin Français, francophones. Donc pourquoi ces gens n'ont pas accepté ces écoles francophones? C'est le feedback qui se produit des jeunes qui ont quitté ces petites communautés-là et qui sont allés à l'université ou ailleurs dans la grande ville et à cause de leur anglais qui était peut-être un petit peu tordu, se sont fait rire d'eux. Ils reviennent dans leur petit village et sont maintenant des parents et ne veulent pas que leurs jeunes aient les mêmes problèmes. Ça a été un des facteurs principaux. Ensuite, dans le cas de Saint-Brieuc, si on retourne en 1970, Saint-Brieuc avait peut-être un des meilleurs programmes de français de la CFC dans leur école à cause des Sœurs de la Providence. Et ça se trouvait dans d'autres de ces communautés, comme Prud'homme, c'était la même chose, Saint-Louis également, où tu avais des communautés religieuses. La plupart des cours étaient donnés en anglais, avaient un fort enseignement du français avec le français de la CFC. Donc, on croyait que c'était suffisant. Sauf que c'est pas longtemps après ça que les communautés religieuses commencent à fermer leurs couvents puis à quitter ces communautés-là. Et sans les religieuses, tu ne maintiens pas le système. Et c'est là où tout d'un coup, le cours de français ne sert plus et on le laisse tomber pour juste avoir le français de base finalement.
Merci, Laurier. Mais ça a été la deuxième vague où là, on a vu une deuxième disparition d'une série de nouvelles communautés. Il y avait eu la première entre 50 et 70 où tu as beaucoup de villages qui disparaissent complètement dans ces premiers 20 ans-là, après la Deuxième Guerre mondiale, à cause des changements que j'ai mentionnés, la télévision, les grid road systems, la centralisation scolaire. Les villages se sont dépopulés. La même chose se produit chez les autres nationalités aussi. Quand on parle à des Ukrainiens, ils vont nous dire que le parent pouvait être encore... Les Ukrainiens de 50 ans plus vont nous dire que leurs parents peuvent encore parler un peu d'ukrainien, mais qu'eux ne l'ont jamais appris. Et ça, c'est le produit des écoles centralisées. Et souvent, c'était le cas. Tu sais, je me souviens quand j'ai fait la recherche sur le livre de Saint-Denis, l'histoire de Saint-Denis, et qu'au début, l'école de Saint-Denis rurale, c'était une école francophone, mais avec la crise économique, beaucoup des francophones ont quitté pour être remplacés par des Ukrainiens. Et que dans les années 30 et 40, l'école de Saint-Denis était peuplée à majorité d'Ukrainiens et il y avait des francophones qui continuaient d'aller et eux m'ont raconté justement que dans leur jeunesse, ils avaient appris de l'ukrainien. Comme à Bellevue, puisqu'il y avait juste quelques Ukrainiens qui venaient à l'école de Bellevue, on leur montrait le français. Donc, c'est des choses de même qui se produisaient dans les écoles de campagne qui, soudainement, avec la centralisation, ne se produit plus du tout. Tout le monde, tout simplement, est assimilé vers l'anglais. Autre question? Juste petit de commentaire pour revenir à Saint-Front. Il y a un cousin de mon grand-père, dans moi je suis un Vézina, qui a quitté Saint-Raymond-de-Portneuf à une certaine époque pour aller s'établir justement à Saint-Front comme tel. Il a été là un bout de temps, il était là quelques années. Il y a plusieurs de ses enfants qui sont nés, dont des filles, la plupart des filles, sont nées en Saskatchewan, à Saint-Front même. Puis cette famille-là est retournée à Saint-Raymond-de-Portneuf par la suite. Quand je suis arrivé en Saskatchewan, en 79, il y avait encore une descendante de ce monsieur-là. Mais par le temps que je l'ai retrouvée, elle était décédée. C'était une dame Lefebvre, Blanche Lefebvre, qui était pensionnaire à la Villa Santa Maria à Regina. Ben ça, on trouve ça dans beaucoup de nos recherches de famille, souvent. C'est comme moi, j'avais trouvé à un moment donné à Zénon Park, et c'était en feuilletant Le Patriote de l'Ouest, j'avais découvert un garrot à Zénon Park. J'étais obsédé de découvrir c'était qui ce garrot-là. Et quelques années plus tard, je suis devenu membre de l'Association des familles Garot, qui était basée tout près de Montréal. Et dans ma recherche, tout d'un coup, j'ai tracé que ce monsieur Garot, qui était un cousin de mon arrière-grand-père, était retourné d'abord au Manitoba et ensuite retourné au Québec. Donc, il y avait une partie de ses enfants qui étaient restés au Manitoba et les autres étaient rendus au Québec. Et le président de l'Association des familles Garot, c'était un arrière-petit-fils de ce monsieur Garot de Zénon Park. Donc, il est venu comme homesteader, a tenté sa chance comme homesteader à Zénon Park, n'a pas aimé le climat politique
et a décidé de retourner d'abord au Manitoba où c'était plus francophone et ensuite de retourner au Québec même. Donc ça dans la plupart de nos familles francophones ici en Saskatchewan, je pense que chacun d'entre nous peut trouver des exemples semblables. Mais il y a aussi le fait que dans toute cette période de colonisation de 1896 jusqu'à 1930, c'est incroyable combien de personnes s'établissent dans une région, n'aiment pas le terrain qu'ils ont, vont se rétablir dans un autre, prennent un nouveau homestead ailleurs, n'aiment pas ça et vont faire 4 ou 5 sauts à un terrain qui leur plaît ou qui vont retourner. Un autre facteur que je n'ai pas parlé du tout dans mon tour d'horizon, c'est par exemple à la déclaration de la Première Guerre mondiale en 1914, il y a des centaines de colons français qui, à l'appel aux armes par la France, parce qu'ils se considéraient encore comme des membres de l'armée française, retournent en France pour se battre pour la mère patrie. Et je dirais que moins de 10% sont revenus, probablement 80% sont morts au champ de bataille. 10% ont choisi de ne pas revenir et l'autre 10% sont revenus seulement. Donc, il y a toutes sortes de mouvements de même que c'était... Moi c'est toujours ce qui m'a passionné parce que souvent, je reçois encore des courriels de la France, quelqu'un qui cherche une parenté qui aurait venu s'établir ici en Saskatchewan. Et c'est le puzzle d'essayer de trouver des liens de parenté ici et qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là. Le petit commentaire, tu parlais des Ukrainiens tantôt. Roy Romano, qui a été notre premier ministre pendant un bout de temps, passait la remarque de temps en temps que lui ne parlait plus ukrainien, mais que ses parents et grands-parents parlaient encore et qu'il était incapable de communiquer avec eux autres. Là, c'est comme s'il y a eu ce bris avec la création des grandes unités scolaires. Tout d'un coup, tu vois, il y a toute une génération qui, à partir des années 50, sont dirigés vers des écoles centralisées et qui perdent la langue d'origine. Et ça, moi, je l'ai souvent retrouvé autant chez les Ukrainiens, les Allemands, les Hongrois, qui étaient les prédominants au niveau des migrants, des francophones, etc. Ici, dans la province, et c'est quelque chose qui a vraiment marqué la communauté. Le troisième commentaire que je voulais faire, tu parlais de l'avenir de la communauté comme telle. Moi, je dirais que, c'est juste ma réflexion personnelle, je dirais qu'à long terme, il y a des facteurs qui vont jouer. Quand on regarde du côté de l'éducation, on voit que les écoles, par exemple, grossissent dans les grands centres urbains, là, Regina, Saskatoon, Prince-Albert. C'est là qu'on voit pas mal les plus grosses écoles et on peut dire qu'il y aurait le plus grand nombre de francophones. On semble s'en aller vers une francophonie de plus en plus urbaine. Ça, c'est un facteur que je remarque. L'immigration va probablement jouer un rôle là-dedans aussi. Puis pour le rural, je dirais que quelque chose qui pourrait venir changer la configuration un peu des communautés, c'est qu'à probablement à moyen terme, le gouvernement, quand j'ai été conseiller municipal, puis ça se parlait déjà il y a quelques années, puis ça se parle toujours, le gouvernement provincial songe à regrouper les municipalités rurales parce qu'il y en a énormément. Il y a de moins en moins de fermes. Il n'y a plus de rentabilité, si on veut, au niveau des services dans ces communautés-là. Et ça pourrait provoquer une réorganisation dans les milieux ruraux. Et des communautés francophones qui
qui sont, je dirais, autonomes actuellement pourraient se retrouver un peu comme dans le modèle de l'Alberta avec les comtés. Là. Je ne dis pas que c'est demain que ça va se produire, mais je sais que c'est dans le carnet de travail au niveau du gouvernement. Moi, c'est ma réflexion comme telle. Là. Je suis peut-être dans le champ de patates complètement, mais c'est une impression que j'ai. La réalité, c'est que ça aurait dû se produire il y a 25 ans quand Joe Garcia l'a proposé et ils n'ont pas eu le culot de le faire à ce moment-là. Le problème qu'il y a, c'est que la minute que quelque chose comme ça se produit, c'est que tu vas avoir une nouvelle vague de dépopulation rurale, de villages francophones, de villages ruraux qui vont disparaître. OK? Un fait très intéressant. Ici, à Zenopac, dans les années 60, il y avait 374 élèves à l'école francophone et maintenant, on est à peine 55. Et c'est la même chose dans toutes ces écoles-là. Moi, je me souviens, j'étais étudiant au Collège Mathieu dans les années 60. On était 200 gars. Et au high school, il y avait autant d'élèves à l'école secondaire de Gravelbourg qu'il y en avait au collège. Et dans les petits villages autour, La Flèche avait encore une très forte population étudiante. Et aujourd'hui, je pense que tu aurais de la difficulté à maintenir beaucoup de ces écoles-là. C'est une évolution qui se produit qui, parfois, n'est pas nécessairement pour des communautés minoritaires la meilleure chose parce que, comme je l'ai indiqué, c'est quand on a brisé les murs de cet isolement rural qui a existé jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a vu que la communauté francophone a vraiment commencé à s'effriter. Et ici, à Zenopac aussi, on s'est aperçu quand les autobus scolaires sont arrivés, alors il n'y avait plus besoin de pensionnat alors c'est pour ça que les religieux se sont en allés. Nous, on avait un collège et un couvent, mais les gens se restaient là à cause qu'il n'y avait presque pas de rue, de cheval l'hiver, alors ils allèrent en pension. Et quand ça a terminé avec les autobus, c'était plus fiable pour se rendre hein, que de te rendre en auto avec les mauvais chemins. C'est là que ça a diminué beaucoup. Mais Concile œcuménique II aussi fait beaucoup. Le Vatican II a changé aussi parce qu'à ce moment-là, les communautés religieuses ont plus ou moins disparu. Et ça, au niveau de l'enseignement, ça a été un dur choc pour la communauté francophone en Saskatchewan parce qu'une des choses que je pense qu'il faut tous admettre, c'est que si le français a survécu aussi bien qu'il a survécu jusqu'aux années 70, c'est à cause du travail des religieuses qui enseignaient dans les couvents ou dans des petites écoles comme à Bellevue, à Victoire, à Debden, etc. Oui, sûrement. Et c'était l'importance aussi, comme quand Michel a parlé de gouvernance, hein, que c'était l'Église qui était prominente sur tout le monde, hein, parce que moi, je m'en souviens, le curé était la personne la plus importante dans la paroisse et le maire était en deuxième. Ça, c'était les années 60. Je me vieillis beaucoup, là. Autre question? Autre commentaire? J'aurais une question à vous poser, monsieur. Concernant les métis francophones, eux autres aussi ont subi des ravages. Est-ce qu'il en reste combien de villages qui auraient encore des métis francophones? Aujourd'hui, je dirais qu'il y a très peu de métis qui parlent encore le français métis. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a cette même portée que la disparition du français dans beaucoup de communautés rurales vers le début des années 70. Parce que moi, je me souviens, dans les années 60,
les Métis de Saint-Louis, de Saint-Laurent, de Batoche, de Duck Lake, de toute cette région-là, ils parlaient encore le français métis. Et aujourd'hui, j'aurais de la difficulté à en trouver. Tu sais, je dirais que j'en connais encore un qui peut me parler en français métis, qui me l'a parlé récemment, c'est Ovide Pilon de Batoche. C'est un des derniers que j'ai entendu dernièrement qui pouvait encore le parler assez facilement. Et c'est la même. Mais l'affaire est, c'est que les Métis ont vécu aussi un autre facteur qui a été, je crois, que moi j'accepte mal, c'est que pendant très longtemps, les religieuses puis les curés ont accusé les Métis de mal parler le français parce qu'ils parlaient leur dialecte. Et ça, c'est quelque chose qui éventuellement va jouer à long terme. Et quand ils ont découvert dans les années 60 et 70 que quand ils parlaient en anglais, leur accent métis ne paraissait pas, pour eux, c'était plus facile d'abandonner complètement le français que de continuer à le parler. Parce qu'ils s'étaient tellement fait dire qu'ils parlaient mal le français. Et pour moi, on ne devrait jamais dire à aucune personne qui parle mal le français. Et ça, c'est une des réalités dans nos écoles aujourd'hui qu'on essaie de plus en plus d'éviter. C'est que le jeune parle, il fait de son mieux et on l'encourage et tout ça, mais on ne lui dira jamais qu'il va mal parler son français. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autre commentaire? Non? Je ne sais pas si je vais laisser ma vidéo. Oui, bien, merci Laurier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. Là. Mais ça fait du bien d'entendre l'histoire de nos francophones dans la province. Merci Laurier. C'est un plaisir pour moi de faire ça. Génial, génial. Merci beaucoup à Laurier. Avant qu'on se quitte, je vais vous demander d'évaluer la session comme on fait à chaque fois en répondant à la petite question du sondage. C'est juste une note de 1 à 5. Je vais vous lancer ça sur votre écran. Et puis, pendant que vous répondez à ça, du coup, je voulais quand même signaler que c'était la dernière session, pas la dernière session qu'on fera en ligne, hein, mais en tout cas la dernière session Connectez-Né pour le coup. Pour l'instant, c'est la dernière de l'année. Alors, pas d'inquiétude, ça reprendra l'année prochaine. Pour les sessions Connectez-Né, d'ailleurs, ça reprend le 12 janvier pour être exact, si vous voulez mettre une croix dans votre calendrier. Ce sera toujours le mardi à 14 h. Mais d'ici là, on republiera une infolettre probablement la semaine d'avant, pas la même semaine, parce qu'on a eu plusieurs commentaires que c'est vrai que c'était un petit peu juste en temps quand on vous envoie l'infolettre de la veille au soir. Alors, on essayera de décaler nos infolettres en 2021 et de vous les envoyer une semaine avant, comme ça, vous pourrez un petit peu mieux vous organiser. Et puis voilà. Honnêtement, si vous voulez recevoir la présentation de Laurier, ou la vidéo sera possible de réécouter. Si vous voulez aussi recevoir sa présentation, vous pouvez envoyer un courriel soit moi-même, soit à Laurier, et vous pourrez recevoir la présentation papier, papier en PDF sur votre ordinateur. Laurier, tu m'avais aussi donné une entrevue que tu avais fait sur tes racines. Alors, si ça intéresse quelques personnes de savoir les racines françaises de Laurier, écoutez cette entrevue. Je pourrais aussi vous envoyer le lien par courriel si ça vous intéresse. Aucun problème là-dessus. C'était avec une radio de Montréal, une radio communautaire de Montréal, qui font... la série, c'est Nos racines francophones. Et c'était de voir un petit peu
comment les francophones des prairies se portent aujourd'hui et par le passé, etc. Donc, c'est une entrevue de quoi, 1 heure, je crois. Et si vous voulez, Claire a le lien pour vous envoyer le lien pour écouter. Oui, tout à fait. Donc, je peux vous envoyer ça et la présentation. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup, merci énormément Laurier, parce que c'était un super projet, peut-être pas programme, on va dire. Ça a très bien marché. Je vois que c'était un sujet qui a plu, donc on essaiera d'organiser d'autres sujets comme ça sur l'histoire de la francophonie. Peut-être qu'on ira sur la francophonie au Canada et pas que en Saskatchewan. Je ne sais pas encore ce qui est possible de faire, mais en tout cas, on fera des sujets sur l'histoire parce que c'est des thèmes qui vous ont bien plu. Sur ce, je pense que je vais vous laisser retourner à vos occupations. On vous remercie beaucoup. Et on souhaite un bon Noël, malgré en confinement, à tout le monde. Soyez très prudents pour nous revenir en santé. Oui, merci beaucoup, oui. Oui, tout à fait. Faites attention, restez au chaud. Et merci encore à tous les participants et merci à Laurier d'avoir donné ces sessions. Merci. Au revoir. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Bye. Au revoir.